Salut la crypto family. Beaucoup d'entre nous utilisons des cartes Visa. On les utilise au quotidien et on connaît le service Visa, l'entreprise Visa comme étant associée à plusieurs banques dans lesquelles nous allons toucher. Elles sont nombreuses ces banques-là. Mais l'un des chiffres déjà qu'il faut savoir, c'est que Visa, c'est une entreprise qui regroupe ou qui travaille avec 15 100 banques. 15 100 banques et sociétés de crédit et qui compte 21 500 employés. La société existe il y a de cela déjà un bon nombre d'années. Et aujourd'hui, Visa compte dans les environs de 4 milliards d'utilisateurs, dont le nombre de détenteurs de cartes est estimé à 4 milliards, oui, à 4,1 milliards, quelque chose comme ça. Et que ce soit les détenteurs individuels des cartes ou bien des détenteurs des entreprises qui détiennent, dont on a en tout dans les 4,1 milliards de personnes qui sont des holders, des détenteurs de la carte Visa. Et à côté, l'un des chiffres qui est très remarquable, c'est que il y a environ 80 millions de commerçants ou assimilés qui accepteraient les différentes cartes émises par le groupe dans le monde. 80 millions de commerçants. Vous voyez le nombre. Et à côté, on a un nombre encore intéressant, c'est que Visa, depuis quelques années, je pense, ça c'est des statistiques de depuis 2017, Visa prend en charge 175 monnaies. Bon, prenez en charge 175 monnaies, dont c'est combien sont nombreuses les monnaies dans le monde. Et Visa donc prend en charge plusieurs de ces monnaies-là. Donc pour nous qui sommes dans la zone franc CFA, on sait bien que Visa prend également en charge le franc CFA. Donc, voilà autant de statistiques qui concernent Visa. Et aujourd'hui, notre intérêt se porte sur Visa parce que Visa a tout un département actuellement qui est spécialisé dans le domaine des crypto-monnaies et de la blockchain. Et le chef de département de Visa, donc pour la blockchain et les crypto-monnaies, a rédigé un article très intéressant dans le blog de Visa où il évoque beaucoup de choses qui concernent la blockchain et les crypto-monnaies et il nous ramène à l'expérience qui a été vécue dans les débuts d'Internet. Et ce qu'il dit est vraiment très intéressant et tout cela présente la situation que Visa déjà est en train de se diriger vers l'intégration dans son système de plusieurs blockchains. Donc plusieurs blockchains seront intégrées dans Visa et ils sont en train de travailler dessus. Donc pour tous ceux qui ont des cartes Visa, il faut déjà se préparer à ça. Donc les interactions avec les crypto-monnaies, les banques vont interagir désormais avec les crypto-monnaies parce que ça leur facilite aussi beaucoup d'opérations. Si les banques ne s'adaptent pas aux crypto-monnaies, alors elles verront progressivement leurs clients diminuer parce que beaucoup de personnes aujourd'hui, les banques ont perdu beaucoup de clients aujourd'hui, ça c'est une évidence. Beaucoup aujourd'hui conservent leur avoir sur la blockchain. Ils ont des crypto-monnaies, ils le conservent, beaucoup préfèrent aujourd'hui préserver leur avoir en USDT, en stablecoin. En tout cas, beaucoup ont cette stratégie-là de conserver leurs avoirs en stablecoin. Et aujourd'hui, ça diminue de plus en plus le nombre de clients que peuvent avoir les banques. Et Visa, comprenant le contexte dans lequel nous sommes, où la blockchain et les crypto-monnaies s'imposent de plus en plus, s'est donc dirigé et est en train de travailler justement à intégrer plusieurs blockchains. Nous allons donc lire un article très intéressant. Je voulais prendre l'article en lambeaux, c'est-à-dire prendre juste quelques citations là-bas, mais je me suis rendu compte que ça ne nous permettra pas de bénéficier de toute la plénitude de la communication qu'a fait le chef de département des cryptos et de la blockchain de Visa. Donc, il a rédigé tout un article qui est pas vraiment long,
déjà il faut noter qu'il s'appelle Quy Schifil. Quy Schifil. Donc Quy Schifil, c'est ça son nom, vous verrez l'image. Et donc il a rédigé un article qui est composé de... Donc l'article a une introduction et les sections, elles sont... En tout, il y a 6 sections précisément dans l'article et on y va immédiatement dans la lecture donc de l'article en question. Donc, en introduction, et comme titre à l'article, il a indiqué, le titre à l'article c'est « Les blockchains entrent dans l'ère du haut débit ». Ça, c'est le titre. Et il s'ensuit donc une introduction. Dans les premiers temps de l'Internet, il n'était pas rare, même dans les grandes publications, que les éditorialistes se moquent de la toile naissante, la considérant comme un simple projet technologique sans véritable avenir. Les grands débats, beaucoup se moquaient d'Internet dans la période-là et disaient beaucoup de choses tout en soulignant que Internet n'aurait aucun avenir. Pour certains, l'idée qu'un jour, grâce à un ensemble de nouveaux protocoles libres tels que TCP, IP, transmettant des données à travers les lignes téléphoniques et des câbles à fibre optique alimentés collectivement par une nouvelle génération d'entreprises, d'infrastructures, les gens seraient en mesure de travailler à distance, de réserver un voyage ou un dîner en un clic, de rencontrer des inconnus de partout et d'abandonner le centre commercial pour les achats en ligne était risible. Ceux qui avaient la vision présentaient les choses comme telles. Mais beaucoup de grands connaisseurs, on va dire en quelque sorte, considéraient que tout ça c'était de la blague et ils en riaient, que tout ça n'est que impossible, ça ne va pas se réaliser, c'est une utopie que se faisait pour eux, donc c'était une utopie que se faisaient tous ces enthousiastes d'Internet de l'époque. Il continue, il dit « Ce genre d'idée n'a pas bien vieilli parce que les mêmes personnes qui pensaient comme telles là, on les retrouve encore aujourd'hui face à la blockchain et face aux crypto-monnaies. Vous voyez les débats, on écume les tableaux, les plateaux par des discours détracteurs par rapport aux crypto-monnaies, par rapport à la blockchain. Mais bon, on est dans le même contexte de ce qui s'est passé quand Internet est arrivé. Et il commence par évoquer d'abord ça, le contexte dans lequel on se trouve avec la blockchain et les crypto-monnaies, que c'est exactement le même contexte dans lequel on s'est retrouvé quand Internet arrivait. Il continue. Aujourd'hui, nous savons que les gens font tout cela et bien plus encore. Et nous savons que le chemin parcouru jusqu'à aujourd'hui est jonché de nombreux détaillants apparemment insubmersibles qui, à la suite du boom de l'Internet, n'existent plus, remplacés par de grands détaillants en ligne, des places de marché et d'innombrables autres qui ont capitalisé sur le potentiel d'Internet. Donc, beaucoup d'entreprises qui n'avaient donc pas capitalisé sur le potentiel d'Internet se sont vues progressivement en train de perdre de leur visibilité parce que les gens étaient plus maintenant en ligne et du coup, ils n'étaient même parfois pas courants qu'il y avait tout à côté un monsieur qui a une boutique qui vend peut-être des ordinateurs ou peut-être des caméras ou bien certains habits et tout ça. Tellement sur les réseaux maintenant, la communication passait et beaucoup se sont positionnés sur Internet au point où aujourd'hui on connaît les grands noms comme Amazon, comme Alibaba, qui se sont positionnés, qui ont su se positionner sur Internet et qui dominent le commerce mondial aujourd'hui. Beaucoup ne l'avaient pas compris et voilà la réalité. Il évoque donc que beaucoup ont dû disparaître simplement parce qu'ils avaient négligé le potentiel d'Internet. C'est comme pour dire, par exemple, que si les banques aujourd'hui négligent le potentiel des blockchains et des crypto-monnaies, ils pourraient se retrouver dans la même situation que ceux qui avaient ri d'Internet à ses débuts. C'est vraiment très intéressant. Donc voilà le contexte qu'il évoque, le chef du département des crypto-monnaies
de Visa. Donc, on est là dans le contexte d'une grande entreprise qui a la culture ou bien qui est dans les systèmes bancaires et qui aujourd'hui est en train de s'ouvrir à d'autres horizons, et ça va avoir naturellement une incidence sur les banques également. Donc les banques vont, si Visa intègre les cryptos, il est clair que toutes les banques également vont aller dans ce sens-là. Donc ça, c'est l'introduction qu'il a, voilà comment il nous introduit dans l'exploration de toute la thématique qu'il a déroulée. Et à la suite, donc, il a intitulé cette section « L'Internet ne va nulle part ». Il évoque en fait ce que les gens disaient à l'époque par rapport à Internet. Et il commente donc en disant, il écrit « Pourtant, l'époque, l'Internet ne va nulle part n'était pas une position déraisonnable. Pourtant, à l'époque, l'Internet ne va nulle part n'était pas une position déraisonnable. » Donc tout ce qui disait ça, c'était une position vraiment très scientifique, très raisonnable que de dire que Internet, ça n'ira nulle part. Et il continue. Mais elle reposait implicitement sur une hypothèse très erronée. Le monde continuerait à fonctionner essentiellement comme il l'a fait jusqu'à présent, où il fallait sortir de chez soi pour faire ses courses et où l'Internet restait une expérience technologique marginale, un terrain de jeu pour les nerds et les amateurs. Bref, donc voilà ce qu'il dit. Il est clair que pour beaucoup, c'était clair que Internet n'irait nulle part. Nulle part du tout. Nous qui utilisons Internet aujourd'hui, on est bien content de l'utiliser et tout ça. Mais vous voyez, les débuts ne sont pas faciles. Tout autant qu'on a des débuts difficiles avec la crypto et les blockchains. C'est ça, ce sont les débuts. Mais avec le temps, les gens feront des opérations naturellement, comme si de rien n'était. Ça va s'intégrer dans les habitudes. Nos enfants vont utiliser, les blockchains vont utiliser cette nouvelle venue là, ces nouvelles éléments de l'économie là, avec tellement de naturel que bon, voilà ce qu'il évoque. Donc il continue dans le paragraphe qui suit. Les détracteurs de l'Internet auraient peut-être eu raison si les technologies et l'écosystème qui le sous-tendent étaient restés statiques. Je me souviens de ma première connexion Internet par ligne commutée. Elle était lente et peu fiable. Les navigateurs web étaient encombrants et difficiles à utiliser. Il n'y avait pas beaucoup de sites web ou d'applications de qualité, c'est clair. Et beaucoup de gens n'avaient pas la patience d'endurer le long temps de chargement. La valeur marchande des startups.com les plus en vue s'était effondrée. Pour être honnête, il y avait beaucoup de raisons d'être sceptique. Les débuts d'Internet étaient très difficiles. La connexion était compliquée et les gens étaient très sceptiques par rapport à l'évolution ou l'évolutivité d'Internet parce que les services, ça n'en valait vraiment pas la peine. On n'avait pas toutes les applications qu'on a aujourd'hui. Ceux qui ont utilisé Internet à l'époque le savent. Bon, nous autres, on a commencé à utiliser Internet. Je pense ma première expérience avec Internet a commencé en 2007, je pense, si j'ai bonne mémoire. Et à l'époque, on allait dans les cyber, la connexion n'était pas aussi facile que ça. C'était pas évident, il fallait payer aussi cher vraiment pour avoir à se connecter. On y allait pour faire quelques recherches liées à nos exposés, par exemple. On y allait, je ne sais pas si à l'époque, j'avais créé ma boîte email, mais bon, c'est peut-être plus tard, en 2010, que cela est arrivé. Donc, c'était pas évident, c'était très compliqué auparavant. Aujourd'hui, on a Internet sous la paume des mains, on a nos smartphones, on navigue, on est content, on voit les YouTube, on voit plein de choses. Mais les débuts, waouh, c'était compliqué. C'était compliqué. Et là, il nous le dit très clairement. Donc, il continue en disant que mais la technologie open source n'est pas restée statique, oui. Elle a évolué et mûri et un écosystème dynamique d'entreprises du monde entier a continué à innover autour d'elle. La vision.
des gens ont travaillé sur Internet pour qu'on ait ce qu'on a aujourd'hui. Et il dit donc à la suite, les connexions à large bande, Wi-Fi et 3G ont amélioré les performances de ces réseaux. Les smartphones ont apporté la commodité et l'accès au creux de la main. Les développeurs ont créé de nouvelles applications plus puissantes pour les consommateurs et le reste appartient à l'histoire. C'est l'histoire qui nous donnera tort ou raison. À chaque fois, j'aime à le dire, beaucoup sont très sceptiques par rapport aux crypto-monnaies. C'est malheureux, vraiment. Mais c'est lié à la compréhension, c'est lié aussi à l'information, c'est lié à plusieurs paramètres qui parfois ne dépendent pas aussi des gens et il faut les comprendre. Mais au moins, qu'on fasse un effort de s'ouvrir, d'essayer de comprendre de quoi il est question, de s'ouvrir vraiment, ne pas être limité à des façons de faire qui nous bloquent l'esprit. S'ouvrir, la crypto-monnaie est là, les crypto-monnaies sont là, la blockchain est là. Il y a beaucoup à apprendre dessus et il faut se lancer. Il ne faut pas hésiter du tout, il faut se lancer. Visa nous le dit, tout un département qui est consacré aux crypto-monnaies. C'est très intéressant. Les banques sont au courant de ce qui se passe. Donc, mais on attend les questions de légalité, les questions de tel. Mais bon, la légalité et tout ça, ça vient déjà. Et entre-temps, avant de définir tout un cadre légal autour des crypto-monnaies, d'ailleurs, un cadre existe, il évolue simplement. Ça fait que beaucoup de nos États ne sont pas réfractaires au fait que beaucoup expérimentent les crypto-monnaies et la blockchain. C'est clair, on avance et entre-temps, vraiment intéressez-vous à la chose. Donc, dans la section suivante, qu'est-ce qu'il dit? Il dit le moment du haut débit pour les blockchains. Donc, les blockchains arrivent à un moment où Internet a beaucoup évolué. Et maintenant, la transition se fait donc vers les blockchains ou bien un élément, un nouveau système dont s'intègre à ces développements-là. Qu'est-ce qu'il dit? Les blockchains d'aujourd'hui partagent certains parallèles avec les débuts de l'Internet. Yes. En particulier, plus que leur juste part de sceptiques, les chahuteurs, ou je ne sais pas, les chahuteurs et de critiques. Donc, ils ont aussi leur part de critiques par rapport à Internet et beaucoup de scepticisme également dont on leur coule. Beaucoup de ces scepticisme qui est exprimé par beaucoup qui voient la chose évoluer. Il est difficile de ne pas entendre les échos de la certitude du passé chaque fois qu'une analyse dit quelque chose comme les blockchains sont trop lentes, trop difficiles à utiliser, trop chères ou elles n'ont pas de cas d'utilisation. On voit avec Ethereum on dit beaucoup de choses par rapport à Bitcoin également, mais les choses n'en sont pas restées à Bitcoin, les choses n'en sont pas restées à Ethereum. Plusieurs autres blockchains sont nés avec le souci d'améliorer ce que Bitcoin et Ethereum ont déjà fait. C'est ça. Et les choses se développent. Chaque jour, chaque moment, on a de nouveaux projets qui arrivent, de nouvelles blockchains qui travaillent, ont gagné de l'expérience avec les autres projets et cherchent à les améliorer. C'est exactement la même chose qui s'est passé avec Internet. Les débuts étaient difficiles, lenteur, pas beaucoup de services disponibles. Donc l'écosystème n'était pas enrichi en tout cas. Internet n'était pas enrichi de tellement d'applications qu'on en a aujourd'hui, de tellement de sites qu'on a aujourd'hui. Tout le monde est sur Internet actuellement. Tout le monde a sa boutique, a ses services, a pratiquement tout. On retrouve tout ça maintenant sur Internet. Mais les débuts, c'était pas ça. Avec la blockchain également, c'est la même chose. Et c'est ce que Cuy Sheffield est en train de nous dire. Dans la suite, il dit, bien sûr, les blockchains ont été tout cela. Et certains cas d'utilisation sont plus évidents que d'autres. Mais l'Internet était autrefois lent, cher et difficile à utiliser. Et aujourd'hui, il est suffisamment rapide pour diffuser des vidéos en direct depuis l'espace ou depuis le cloud, suffisamment bon marché pour être gratuit dans de nombreux endroits et suffisamment facile à utiliser pour un enfant de 6 ans. Voilà, toute chose évolue avec des phases. Il y a une phase de l'enfance. Internet a eu sa phase d'enfance.
Mais Internet a évolué, Internet grandit. Et aujourd'hui, on a autre chose. Donc, c'est la même chose avec les blockchains. Aujourd'hui, on est au stade, en quelque sorte, de l'enfance de la blockchain, des crypto-monnaies. Et ça va évoluer avec le temps. Le potentiel qui va avec est gros, comme cela s'est passé avec Internet exactement. Donc, il dit donc maintenant que chez Visa, nous sommes à la pointe de la technologie des paiements depuis plus de 60 ans. Yes. Nous avons perçu le potentiel d'Internet et ses débuts et avons joué un rôle majeur en l'aidant à se développer et à soutenir de nouvelles formes de commerce. Aujourd'hui, nous voyons un potentiel important pour les réseaux blockchain et de nombreux futurs possibles. Voici quelques domaines sur lesquels nous nous concentrons aujourd'hui. Visa est dans le game. Visa est partant. Et 4,1 milliards de personnes. C'est toute la planète carrément. Peut-être quand on dit 4,1 milliards de personnes, on dégage les enfants, on dégage les jeunes, on dégage peut-être les pré-jeunes. En fait, ceux qui sont... Parce que pratiquement presque une majorité de la population mondiale utilise des cartes Visa. Et que les cryptos soient intégrés à Visa, mais vraiment là, on est dans l'adoption massive sans ambiguïté. C'est ça, c'est l'adoption massive. Visa le dit, c'est clair, tout un département pour la blockchain et les crypto-monnaies. Et il continue donc, voici quelques domaines sur lesquels nous nous concentrons aujourd'hui. Premier domaine, un règlement global efficace. Il y a peu, nous sommes devenus l'un des premiers grands réseaux de paiement à tester le règlement en stablecoin sur Ethereum dans USDC, un stablecoin, en collaboration avec Crypto.com en tant qu'émetteur. Donc, Crypto.com émet donc le jeton USDC, donc le stablecoin. Et en fait, bref, il y a cette collaboration-là et on voit Visa donc qui est sur le terrain des stablecoins particulièrement, d'abord là. Et elle continue, Visa dit, cette année, il continue, Sheffield, cette année, nous avons étendu ce projet pilote de règlement aux partenaires émetteurs et acquéreurs ainsi qu'à Solana, une blockchain dont la conception innovante lui permet de traiter plus de 2000 transactions par seconde. Dans l'immédiat, cela a fourni une option moderne et pratique aux émetteurs et acquéreurs fintech pour les aider à effectuer et à recevoir des paiements à partir des comptes de trésorerie de Visa, ainsi que des opportunités pour les acquéreurs d'acheminer des fonds à leurs commerçants plus rapidement. Yes. À l'avenir, nous imaginons un futur où le réseau de Visa, donc le réseau de réseau, donc Visa sera en quelque sorte le réseau des réseaux. Oui. Un futur où le réseau des réseaux de Visa implique plus que de multiples devises et rails de règlement bancaire, mais aussi de multiples réseaux blockchain, des stablecoins et des CBDC, les crypto-monnaies de banque centrale, ou des dépôts tokenisés. Nous nous attendons à ce que le fiat traditionnel et les rails de règlement hérités coexistent pendant longtemps avec le fiat tokenisé fonctionnant sur les réseaux blockchain mondiaux 24 jours sur 24, 7 jours sur 7 en temps réel. Et nous voyons notre rôle comme un pont pour rencontrer nos clients là où ils sont, indépendamment de la monnaie préférée, du réseau de règlement et du facteur de forme. Donc à tout moment, vous pouvez faire des opérations avec la blockchain, c'est à tout moment, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et donc voilà, on n'aura plus le fait de se plaindre que oh, la banque est fermée, oh, il faut attendre le lundi, parce que le week-end, les choses ne fonctionnent pas et tout ça. Oh, c'est merveilleux, cette évolution-là. Il continue donc les améliorations, où voici quelques domaines dans lesquels il se consacre. Donc, le premier domaine, c'est le règlement global et efficace, qui intègre donc la blockchain ou les blockchains. Deuxièmement, il y a les décaissements transfrontaliers alimentés par la blockchain.
Oui. Les mouvements de fonds transfrontaliers posent depuis longtemps des problèmes aux utilisateurs des deux côtés d'une transaction. Nous avons fait de grands progrès pour simplifier les processus, introduire des gains d'efficacité et élargir les possibilités en termes de décaissement frontalier. Aujourd'hui, Visa Direct, notre plateforme de paiement push, peut atteindre près de 7 milliards de points d'extrémité, dont plus de 3 milliards de cartes, 2 milliards de comptes et 1,5 milliard de portefeuilles numériques. Elle permet le paiement le jour même pour les conducteurs de covoiturage, des paiements d'assurance rapide, des transferts de fonds, un accès anticipé au salaire, des paiements à temps réel sur les marchés et un nombre croissant de cas d'utilisation. Un jour prochain, les réseaux de blockchain pourraient en faire partie. Yes. Pour beaucoup de gens, en particulier les économies émergentes, les portefeuilles numériques sont les premiers points d'entrée dans l'économie numérique. Oui, beaucoup entrent à travers les portefeuilles numériques et parfois ne fréquentent pas des banques, mais peuvent opérer donc à partir des portefeuilles numériques. Nous étudions activement comment Visa Direct peut permettre à nos clients d'avoir la possibilité de transférer des fonds sur des réseaux blockchain dans des stablecoins approuvés vers des portefeuilles de nouvelle génération. C'est très intéressant. L'innovation avec Visa, c'est vraiment merveilleux, merveilleux, merveilleux. Les opérations dans le monde vont pouvoir se faire de manière particulière. Bon, en fait, c'est un choix parmi tant d'autres parce que plusieurs autres bourses, les exchanges par exemple, eux également développent leurs solutions de paiement par carte et tout ça. Donc le marché actuellement, le monopole n'est plus entre les mains d'une seule entreprise. On sait que le concurrent direct de Visa, c'est Mastercard, c'est vrai. Mais aujourd'hui, les choses tendent à se dépolariser. Ça veut dire que Mastercard et Visa n'auront plus tout le monopole. Les choses changent aujourd'hui. Mais Visa s'est lancé et c'est intéressant. On va voir ce qu'il en sera de la suite. Et puis bon, c'est en collaboration avec d'autres projets, ce qui est intéressant. Et puis ils intègrent plusieurs blockchains, ce qui est très intéressant. Et l'avantage avec Visa également, c'est que Visa a un statut un confort légal quand même, qui fait que la SEC a quand même une considération, ou bien il y a des paramètres légaux qui font que Visa a tout le confort de s'épanouir en intégrant donc les blockchains et à traiter les opérations d'une certaine façon. Peut-être je ne le dis pas bien, mais c'est en fait ça. Maintenant, dans la section suivante, l'avant-dernière section, Visa dit aider les clients à comprendre et à exploiter les blockchains. Donc voilà une autre chose sur laquelle Visa se concentre. Aider les clients à comprendre et à exploiter la blockchain. Comme vous le savez, on se bat chaque jour à faire en sorte que les gens comprennent justement la blockchain et les crypto-monnaies. Et Visa également comprend tout l'enjeu et la nécessité de devoir éduquer les gens par rapport à cela. Qu'est-ce que Q.E. Sheffield dit? Il dit « La technologie blockchain existe depuis moins de 10 ans. Et avec chaque nouveau projet, chaque nouvelle blockchain et chaque nouveau cas d'utilisation, elle gagne en complexité. Les banques et les institutions financières veulent comprendre comment servir au mieux leurs clients dans cet espace sous peine de les voir obtenir ces services ailleurs. C'est vrai. Les gens fuient les banques, ça c'est vrai. Et les banques doivent absolument déjà se mettre dans le mouvement. C'est très important. Les commerçants explorent les NFT et les banques centrales étudient les CBDC. C'est ça. Pour mieux servir nos clients et nos partenaires, nous menons des recherches approfondies sur cet espace en explorant les blockchains qui ont le potentiel d'améliorer les rails de paiement, en pilotant des moyens concrets de réduire les frictions pour les utilisateurs finaux et en nous faisant une idée précise
de ce que les consommateurs attendent de cette technologie qui évolue rapidement. Yes, ça évolue très rapidement. Nous partageons souvent nos connaissances et mettons notre expertise interne au service de nos clients pour les aider à comprendre les tenants et les aboutissants de la technologie blockchain par l'intermédiaire de Visa Consulting et de Visa Analytics. Donc, il est clair que ça se lit, lisez, juste vous voyez, explorez vous-même par vous-même ces commentaires-là. Et ça vient de Visa, ça vient de son département des crypto-monnaies, ça vient de Guy Sheffield. Intéressant. Il voit déjà, le travail est en train d'être fait. On va voir d'ici 2024, peut-être fin 2023, beaucoup de choses, beaucoup d'annonces vont venir certainement de Visa. PayPal a déjà pris de l'avant et c'est ça. Maintenant, autre chose, enfin, c'est aider les clients à comprendre et à exploiter les blockchains. Bon, ça, c'est une reprise de ce qui est là en haut. Qu'est-ce qu'ils disent enfin? Ils disent en anglais have a blockchain strategy. Donc, avoir une stratégie blockchain, oui. Donc, avoir une stratégie blockchain. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit l'avenir nous dira quel rôle les réseaux blockchain joueront dans notre monde dans 10 ans. Mais si le destin des premiers détracteurs de l'Internet peut renseigner quelque chose aux institutions financières, c'est qu'elle ferait bien d'avoir une stratégie dans un sens ou dans l'autre. C'est simplement une façon de dire Internet. Vous avez vu comment ça s'est passé aujourd'hui. Qu'est-ce qu'Internet est? Nous avons Internet. Nous traitons nos opérations bancaires avec Internet. Aujourd'hui, si on n'a plus Internet, alors les opérations entre banques, c'est coupé, c'est fini. Mais avant, on ne s'imaginait pas le poids d'Internet dans toutes nos affaires. Le potentiel de la blockchain, ça va toucher tous les domaines. Carte d'identité, on va produire ça sur la blockchain. Acte de naissance sur la blockchain. Et beaucoup d'autres choses. Même les créations de contenu sur la blockchain. Plein d'autres possibilités sont liées donc à la blockchain. Elles sont nombreuses qu'on ne peut pas évoquer ça totalement ici. Merci vraiment pour l'intérêt que vous avez accordé à ça. Pour celui qui a suivi la vidéo jusqu'au bout, bravo, c'est une très bonne chose. Donc l'article, je vais vous le partager en description. Et c'est un article de Guy Sheffield sur le blog de Visa même. Un article qu'il a rédigé le 6 septembre 2023 et qui est disponible, vous pouvez le lire. Il est en anglais, j'en ai fait la traduction en français. Il faut s'habituer vraiment à l'anglais, c'est très important. C'est une compétence utile avec ce monde aujourd'hui où beaucoup parlent l'anglais. Vraiment beaucoup de connaissances sont accessibles en anglais. Aujourd'hui, on a les traducteurs. J'utilise DeepL pour faire mes traductions. Et ça a donné ce que vous avez pu voir. Merci pour l'attention que vous avez accordée à cette production. Visa travaille, Visa est dans la mouvance et on attend les nouvelles pour la suite. Mais on voit qu'ils sont en train de travailler à intégrer les cryptos dans leur système de paiement. C'est très intéressant, c'est une bonne nouvelle. Ça valait la peine d'être partagé. Merci pour l'attention que vous avez accordée à ce contenu. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Faites des commentaires, c'est très important et on est ensemble. Que la santé et la bonne forme soient avec vous.